même chose, si on veut, sans vibrer, selon le goût de chacun. Oui. Troisième manière, alors avec exagéré. Oui, je veux dire qu'on peut aussi faire autre chose. Ah oui, quelque chose d'horrible alors. Ouais. Oui, Plus loin. C'est un crime. Ah non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible d'entendre ça. J'ai perfectionné cela, je le crois, du moins, d'avoir perfectionné dans un sens plus modéré, qui puisse convenir à n'importe quelle musique sérieuse. Mais je suis de l'avis de Marcel Mull quand il dit que notre instrument est venu 50 ans trop tard. Si l'instrument était venu 50 ans plus tôt, je vous garantis qu'il aurait une autre voix, enfin, sur une autre étendue, si Oui, je peux je dire. comprends. Wagner l'aurait certainement employé. Mais alors, il y a eu donc l'époque Ravel, et puis à ce moment-là, et Ravel, au fond, l'a utilisé parce que c'était la mode. Épisodiquement. Non, mais parce que c'est la mode à cause des Noirs. Ben, écoutez, on raconte que la première audition du Boléro, je crois, à Monte-Carlo, pour les deux saxophones, c'est-à-dire soprano et ténor, il avait fait appel à deux musiciens noirs qui faisaient partie de l'orchestre de danse qui était tout au Casino de Monte-Carlo, dans un dancing de la principauté. Et lorsqu'ils sont arrivés au pupitre, comme ils ne savaient pas lire la musique, ça n'a pas fait l'affaire. Oui, c'est très beau, mais c'est une œuvre que vous avez dû jouer très souvent. Je l'ai joué quelques fois, oui, parce que il se trouve que en Allemagne, il n'y a pas de saxophoniste classique. Et le maître Herbert von Karajan, quand il inscrit le boléro à son répertoire, fait appel toujours à deux saxophonistes français, entre autres Daniel Desfayet et moi-même. Dans les partitions plus récentes, alors, il y a eu l'époque Honegger. Il y a eu Honegger avec trois saxophones à la place des cordes dans Jeannot Bûcher, dans une partie intéressante dans Antigone, il y a aussi dans Prélude, Fugue et Postlude, aussi dans Rugby aussi, il y a un ou deux saxophones, j'ai joué Rugby, mais je ne me rappelle plus s'il y en a plusieurs. Puis alors Milhaud, il y a la création du monde, bien sûr. Mais ça, c'est à part entière. Ah oui, oui, ça vraiment, il a écrit avec le quatuor sans l'alto, remplacé par le saxophone alto. Dans l'école moderne, quand on parle, je veux dire, les Berriot, les tout ça. Berriot, oui, beaucoup, oui, très bien. Berriot, Nono, j'ai joué des choses de Nono, Boulez, oui, bah ça s'est fait à Donaueschingen en 58. Depuis, il a fait encore une... Mais enfin, il en met très discrètement, il n'a pas l'air d'être convaincu.
Mais alors, ça demande peut-être des techniques différentes de vibrato. C'est-à-dire, oui, on vous demande simplement de jouer sans vibrer des notes droites. Et puis alors, on peut faire... Ou alors, on vous demande un vibrato lent. On vous demande large. On vous demande serré. Oui, c'est ça. La fabrication d'un saxophone moderne est assez compliquée étant donné qu'il y a beaucoup d'opérations manuelles qui sont faites. On part de feuilles de laiton afin de conduire l'instrument de poste en poste jusqu'à l'instrument fini. Au niveau, les premières opérations sont des opérations de chaudronnerie qui sont des opérations de formage sur des mandrins de feuilles de laiton afin d'obtenir les différentes parties principales du saxophone, le pavillon, la culasse, le corps et le bocal. Ensuite, le saxophone va passer dans d'autres ateliers où il va se trouver équipé des différents supports qui vont recevoir les clés. Et ces ateliers-là s'appellent les ateliers de factage qui ont pour but de mettre en place des patins qui serviront de support à l'ensemble du mécanisme. On assemblera des pièces qui serviront à faire les clés et l'ensemble se trouvera monté brut. Ensuite, l'instrument sera démonté, passera dans des ateliers de polissage, des ateliers de traitement électrolytique où ils seront soit dorés, soit argentés ou soit vernis.
les opérations suivantes consistent au finissage de l'instrument, c'est-à-dire à la mise en place des feutres qui vont servir à amortir les bruits, des tampons qui serviront, eux, à obturer les cheminées, et le montage complet de l'instrument. Sur un saxophone moderne, comme celui-ci par exemple, vous avez plus de 400 pièces détachées. 400. Qui, elles, se trouvent assemblées, si vous voulez, les unes par rapport aux autres, avec environ 250 points de brasure. Et ça demande environ 2000 à 2500 opérations de mécanique, c'est-à-dire du perçage, du fraisage, du tournage. Mais ça demande également un travail de précision extrême, non? Ça demande un travail de précision extrême dont, en général, les gens ne se rendent pas compte. On a l'impression que c'est un matériel qui est assez grossier, et par contre, ça demande une précision fantastique dans l'usinage des pièces détachées. Quel est votre travail exactement? Mon travail consiste à prendre les instruments sortis de chaîne et ils ont été donc regardés déjà par un finisseur. En principe, dès qu'ils arrivent donc à ma place, ils sont considérés comme bons. Moi, je suis là pour contrôler tout petit défaut qu'il pourrait y avoir, soit dans cambrage des ressorts, même défaut aspect, jeu, et enfin Et la sonorité peut embauchage. changer aussi? La sonorité, non. En principe, on n'a pas de problème de sonorité à ce stade-là. Le seul problème qu'il peut avoir, c'est un problème de mécanisme. Et voici l'instrument de la sopranino, et la tessiture est comme ça. C'est un instrument très rare. Et voici une petite phrase avec la sopranino. C'est un saxophone soprano. Il est tout droit, vu sa longueur peu encombrante. Alors on n'a pas jugé bon de le recourber. Nous jouons droit. Il est en si bémol, et comme tessiture, c'est à peu de choses près la même que celle des autres instruments du saxophone, sauf que celui-là a une note de plus à l'aigu, il monte jusqu'au sol. Mais sans ça, à part ça, c'est la même chose. Voici l'exemple de la tessiture du saxophone baryton. Alors ça, c'est l'alto. L'alto, sur lequel nous faisons les études au conservatoire. Après, on s'habitue à un bec un peu plus gros pour le ténor, plus gros pour le baryton, et en somme, les doigtés sont exactement les mêmes.
On peut parler également d'un saxo contrebasse. Ah oui. Ça existe? Oui, 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 ça, oui, c'est un objet absolument exceptionnel. Je crois que la longueur du tube doit faire à peu près 4,40 m, c'est gigantesque, ça doit peser une trentaine de kilos. Inutile de vous dire qu'on ne le déplace pas facilement. J'ai, à l'occasion de ce congrès, demandé une œuvre à M. Mialovici pour saxophone ténor, très bien réussi, et qui va mettre l'instrument en valeur, et j'espère que le répertoire va s'agrandir. Quelles sont les difficultés particulières? Il m'a semblé qu'il y avait des choses très étranges. Oui, il y a ce qu'on appelle le slap. Je peux vous en faire une petite démonstration si Oui. vous voulez. Il s'agit de coller la langue à l'anche pour produire un effet particulier. Ça, c'est dans le forte. Et il y a aussi la même formule dans le piano. Où n'entendons que la langue claquer et à peine le son. Il y a aussi ce qu'on appelle le Verzerrung. Il s'agit de faire rouler la langue Pour produire ce son. pour produire ce particulier. son, oui. В Советском Союзе играют давно. Начали играть, по-моему, тогда же, когда и во Франции. Когда возник этот инструмент. On a joué en Union soviétique depuis fort longtemps, à peu près comme en France, depuis la création du saxophone. C'est à peu près la même période. Et en ce qui concerne le saxophone classique, est-ce qu'on a plus joué du jazz que du classique? Классического саксофона больше играли джаза или классический? У нас совершенно ясно начали играть, конечно, джаз, и по теперешнее время пока еще джазовое On a исполнение. surtout joué du jazz et même encore on joue surtout du jazz. Et quelle école? Est-ce que vous avez une école? У вас есть школа саксофона? Школа только что начинается. Классическое образование на саксофоне вот теперь только начинается. La formation classique de saxophone commence juste maintenant et pour ainsi dire, il n'y a pas d'école. Comment vous débrouillez-vous alors? Vous avez appris par vous-même, tout seul? Ah, как вы сами делаете? Вы сами
изучаете или работаете? Да, в общем, это идет работа самостоятельная. Это очень интересная классическая музыка для саксофона. Столько нового и столько было уже в истории. Но пока еще мы сами работаем. Pour le moment, il travaille absolument tout seul, il se débrouille, et, enfin, surtout dans le classique. Ivan Roth, nous vous avons entendu jouer la sonate d'Edison de Denisov. Est-ce qu'elle pose des problèmes techniques à un saxophoniste? Oui, alors ça, elle pose des problèmes parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais faites, n'est-ce pas? Pour l'apprendre, ça dure assez longtemps parce que, par exemple, le saxophone est connu pour un instrument qui joue une note à la fois. Et dans le deuxième mouvement de cette sonate, il faut faire 3 notes à la fois. Alors ça pose des problèmes et c'est des doigtés qu'il faut apprendre, c'est des techniques d'embouchure, il faut faire des quarts de ton. Je dois dire que ces choses-là ont été évidemment dans le jazz employées à très longtemps, ça c'est clair. Ah bon, ce sont des techniques... Ce sont des techniques quand même aussi dans le jazz. On a déjà entendu, peut-être d'une manière moins disciplinée, mais on a entendu des doubles sons aussi dans la musique de jazz. Et je crois que les premiers musiciens classiques qui ont commencé à faire des doubles sons les ont entendus dans la musique de jazz. À mon avis, le saxophone se rapproche beaucoup plus du violon que de la clarinette. Évidemment, c'est mon oreille, je ne sais pas si... La sonorité qui pleure un petit peu du violon. Oui, et puis plus ou moins un caractère peut-être, une sensualité aussi que la clarinette et la flûte, c'est plutôt des instruments plutôt intellectuels. Tandis que le violon, ça vient du tzigane, ça vient... Enfin, c'est quelque chose de chaleureux. Et je crois que le saxophone, c'est un instrument
pour moi, va dans ce sens-là. C'est amusant d'ailleurs parce qu'on pourrait presque rapprocher le folklore tzigane du folklore du jazz nord-américain. Enfin, Exactement. D'ailleurs, c'est choses. à mon avis pour ça que les Noirs américains ont adopté le saxophone, parce que ça leur permet de jouer le blues, justement, d'une manière comme les tziganes jouent leur musique, exactement. C'est-à-dire que c'est un instrument que on s'appuie dessus, on joue avec, on a l'expression, c'est la voix, c'est la continuation de la voix, mais qui se transforme, qui est vraiment dans l'instrument à ce moment-là, d'après ce que l'on joue. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on appelait des saxophones hurleurs, à l'époque de, je sais pas, Lionel Hampton, par exemple, Arnett Cobb, et c'était les saxophones hurleurs, ils arrivaient et puis ils hurlaient là-dedans. Et puis ensuite, il y a eu aussi, dans les orchestres de danse, on s'en est servi un peu pour... Ils dansaient, quoi, en fait. Et ensuite, plus tard, on s'en est servi aussi presque comme une arme. C'est-à-dire qu'on le brandissait comme ça en l'air, comme si c'était vraiment une voix qui... J'aime la sonorité, j'aime les instruments à vente. Et pour moi, quand je joue, je chante. Et le saxophone est le plus grand chanteur de tous les instruments de vente, je pense. Je préfère la sonorité du saxophone classique. Et je suis un homme très, comme vous dites, straight. Droit. Je suis un square. Droit. Comme ça. Carré, vous avez Oui, l'esprit carré. oui. Mais vous avez commencé comment? J'ai été un élève de jazz quand je suis 18 ans. Et j'avais à University of Michigan pour les études sérieuses. Quand je suis dans une classe, le professeur prend un disque et il dit « Quel instrument est ça ?» J'attends, je dis « Je ne comprends pas ». Il dit « C'est un saxophone classique ». Je dis « Non, c'est pas possible, je joue le saxophone, ce n'est pas la même chose, non, non ». Et c'était Marcel Mull avec... C'est formidable, absolument formidable. Et pour moi, c'est un choc que c'est possible de jouer le saxophone comme ça. Et après, je change ma vie. Le jazz moderne. La musique avant-garde. En fait, vous considérez-vous comme un saxophoniste de jazz ou comme un saxophoniste classique? Je suis le saxophoniste classique, mais je suis un élève de jazz. C'est très important. Je pense que peut-être c'est impossible à jouer le jazz magnifique et le classique magnifique, mais c'est possible à jouer le classique magnifique et le jazz. C'est très heureux and it's fun. Est-ce que ça veut dire que le saxophoniste qui étudie aux États-Unis jouera très différemment du saxophoniste qui étudie en France? Je pense très différent. Beaucoup de Japonais maintenant étudient aux États-Unis, mais spécialement jazz, je pense. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette technique française? Oui, sonorité vraiment différente. But what do you like? Qu'est-ce que vous aimez? Sonorité, j'aime beaucoup de sonorités de françaises, saxophonistes françaises. Mais technique, j'ai préféré américaine. Quand les élèves ont étudié pendant 3 ou 4 ans, ils sont à même de choisir dans quelle direction ils vont s'engager. Soit le jazz, soit le classique. Je pense que ces deux formes sont aussi importantes, encore que la forme classique soit plus difficile. Aujourd'hui, la frontière est particulièrement mince entre la musique classique contemporaine et le jazz. Le jazz a toujours utilisé l'improvisation, mais il y a également beaucoup d'improvisation en musique classique contemporaine. But today in concert music, avant-garde concert music, you have much improvisation.
Je pense que c'est une époque très intéressante pour le saxophone, vraiment passionnante. Il y a tant de musique nouvelle. La particularité de notre université réside dans la diversité des styles. Joseph Allard, vous êtes professeur de saxophone à la Juilliard School à New York et également au New England Conservatory à Boston. Si. Est-ce que vous enseignez le saxophone à des saxophonistes de jazz ou à des saxophonistes de musique classique? Les deux. Ah. À Juilliard, c'est seulement la musique de concert. D'abord, à Juilliard, il n'y a pas de programme de jazz. À Manhattan, il y a les deux. C'est 9 à Manhattan. Et puis, quand même qu'on fait du jazz, il faut jouer, comment est-ce qu'on dit, pour un jury à la fin de l'année. Et puis, ça doit être la musique connue au professeur. Il faut que ça soit la musique classique. Mais ça ne vous pose pas un problème à vous d'enseigner à la fois pour le jazz et pour la musique? Est-ce que ce n'est pas un... Non, parce que ceux qui jouent du jazz, ceux qui jouent la musique classique, après tout, l'instrument, il faut connaître bien l'instrument. Et ceux qui font du jazz connaissent bien l'instrument. Et point de vue technique, par exemple, est-ce qu'il y a des différences entre les saxophonistes de jazz et les saxophonistes dits classiques? Ça, c'est compliqué, vraiment. Ceux qui veulent faire du jazz ont une conception de ce qu'ils veulent, ils sachent ce qu'ils veulent. C'est une sonorité connue à eux. Ce qu'ils font, c'est comme si je chante quelque chose de classique. Je veux dire, on va dire ça. En jazz, c'est un esprit, c'est qu'on entend, on joue comme on chante. Et puis c'est difficile de dire. Il y a vraiment une sonorité de jazz. Il y a vraiment une sonorité de concert. Ce sont deux expressions complètement Ce sont des expressions, mais pour jouer le saxo, les notes graves, la justesse, les notes aiguës, le vibrato. Ceux du concert, il y a une tendance de croire que le vibrato doit être tel ou tel. Mais ceux du jazz, c'est varié comme vibrato. Quelquefois, on commence la note sans vibrato. Et puis on ajoute, wa. Et puis après ça, si on est excité, ça va très vite. Et puis après ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règle.
Arcana, le saxophone, générique fin. 22, première.